aussi bien sur le patrimoine bâti que le patrimoine naturel. L'intense de l'association Wardron Nature, alors nous on est basé au Palacrète à Saint-Laurent à côté de Bégard. C'est une association d'éducation à l'environnement. On travaille bien sûr avec les scolaires, on travaille aussi avec le grand public, la preuve en est ce matin, et on fait des travaux d'inventaire et de suivi, voire même d'entretien naturaliste sur des sites, sur des espaces naturels, plus exactement. Donc on est 2 salariés à travailler dans cet assaut, et puis on aime se déplacer. Wardron Nature, c'est la nature qui nous entoure, et quand Estelle m'a proposé ce type d'atelier, de sortie nature, oui tout de suite, parce que c'est là que ça se passe. La nature elle est là. Yann faisait remarquer tout à l'heure, il y a la tourterelle, il y a le pigeon et la tourterelle qui chantent, et la tourterelle des bois, donc qui n'est pas commune, et on la trouve ici à Saint-Brieuc, à côté de la CAF, en ville, on pourrait penser qu'elle n'est pas là, mais si. Donc c'est ça qui m'intéresse de vous, car on l'entend. Elle a arrêté. Ça c'est le pigeon. Ouais. Le pigeon c'est facile, hein. Paye un coup, tonton. Voilà. Donc c'est une sortie à 2 voies, la voie historique et... C'est ça. Et puis j'ai invité aussi Yann Lemeur, qui lui est plus un passionné d'ornithologie. Donc voilà, ça sera assez complet. Nous on aime bien les 2 approches parce que bien sûr on peut être passionné de patrimoine naturel, mais c'est important aussi de connaître l'histoire des lieux. Et si je vais vous parler de l'histoire des lieux, c'est parce qu'il y a 36 ans. Depuis 36 ans, en fait, ce lieu-là n'est pas utilisé. La faune et la flore s'est développée, mais il s'est passé plein de choses sur cette terre, quoi. Voilà. Yann Lemeur. Il y avait au départ sur le site des Plaineville, la moitié appartient à l'agglomération, la chambre de commerce, pardon, excusez-moi. L'autre moitié appartient à des particuliers, des exploitants agricoles ou des propriétaires qui louent à des exploitants agricoles. Il y a encore à peu près 30 hectares de terres agricoles. Le reste, pour plagier Yann, c'est une friche, mais pas que ça. On va le voir tout à l'heure. À Saint-Brieuc, le comité des fêtes organise une grande fête de l'aviation sous le patronage des municipalités. Il y avait Saint-Brieuc, Ploufragan. Louis Blériot, le plus réputé des pionniers de l'air, devait survoler la ville. Les Briochins n'avaient jamais vu d'aéroplane. Mais il n'est pas venu parce qu'il a traversé la Manche ce même jour. Et sa notoriété en fut plus forte et les Briochins, ils n'y en ont pas voulu d'être pas venus, quoi. Mais en 1912, là, il y a eu une très grande fête d'aviation, puisqu'il y a eu plus de 50 000 personnes pour assister au spectacle. Alors ça a duré 2 jours, avec de la musique, avec de la démonstration. C'était vraiment une grande fête réussie. Et le lendemain, donc le dimanche, il y a eu la présentation des aviateurs et de leurs avions. Donc il y avait des monoplans et des biplans. Je vais vous montrer quelques photos quand même. Donc là, c'est le programme de la fête. Voilà, ils avaient aussi mis le plan dans le programme parce que, vous imaginez, entre presque 50 000 personnes qui sont arrivées, il y avait 3 différents passages et des acheminements de toutes les personnes pour venir sur ce site-là. On voit des photos de cette fête avec des jolies vendeuses de la fleur bleue. La fleur bleue, ça permettait aussi de ramener des oiseaux, de l'argent pour des oiseaux de l'air. Là, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Et le programme complet. Oh waouh, c'était connu du coup. Oui, et puis dans la présentation du programme, et ça allait loin, même des couleurs pour les aviateurs. Dans la présentation du programme, donc il y avait des fanions comme ça, et chaque couleur représentait les différents aviateurs qui sont venus ici en 1912. Bon, celui-ci, il a eu un petit souci.
Il a raté son looping. Ouais. Alors, les monoplans et les biplans. Donc c'était un petit clin d'œil hein, tout à l'heure quand on a vu un avion passer. Moi je me suis dit, ah oui, peut-être il veut venir pour le meeting. Mais non, c'était il y a bien longtemps. Ça n'existe plus. Il aura du mal à se poser. Ouais. Et les monoplans là. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de rajouter Ah oui, quelque bien chose sûr. Les meetings d'aviation ont duré pendant presque un demi-siècle en fait, hein, parce que dans les années 50, il y en avait encore. Je venais avec mes parents voir, alors à l'époque c'était pas des avions biplans ou monoplans comme en début du 20e, mais c'était des petits Jodel, des choses comme ça, mais alors certains faisaient effectivement des circonvolutions en l'air, j'ai ça en mémoire. Années 55 peut-être, je n'ai plus ça trop en tête, mais vous pourriez retrouver ça aux archives sans doute. Ah oui, mais c'est vrai que les avions ont tellement après évolué Oui. que cet aéroport, cet aérodrome ne pouvait plus satisfaire et permettre à d'autres avions de pouvoir vraiment. C'était plus des monoplans et des biplans qui eux, j'imagine, consommaient très peu et avaient besoin aussi d'une piste beaucoup moins longue. Oui. Mais l'aéroclub, lui, a persisté jusqu'au départ à l'autre aéroport de Trémuson, ouais, je vais Oui. en parler tout à l'heure. Ouais. Alors juste, j'ai envie de vous lire un tout petit texte sur, on peut imaginer, vous imaginez 50 000 personnes, des tribunes, toute une organisation qui a été faite très très rapidement hein, pour pouvoir accueillir ces aviateurs. Voilà. L'appareil, donc l'avion, le monoplan, roule sur la terre, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de piste bitumée comme ça, hein, c'était du sable ou de la terre. Puis brusquement s'élève rapidement et gracieux, légèrement bercé par le vent, telle une gigantesque libellule. Quelques savants virages, on sent que l'aviateur est maître de son appareil. Des bravos éclatent de toutes parts, l'aviateur est chaudement félicité. C'était un événement, quoi. Ah oui, c'était une découverte totale pour les gens. l'époque, hein, le début de l'aviation. Hein. C'était sûrement impressionnant. J'imagine. On y va? On continue la visite? Hop. Puisque c'est comme ça qu'on le détermine. C'est un endroit de transition. La nature n'aime pas le vide. Dès qu'on lâche un petit peu l'entretien, la maniaquerie d'avoir tous les espaces propres, et ben hop, tout de suite craque. Vous voyez comment les ronces très vite elles gagnent. Alors, on a, je dirais, tout un panel de plantes pionnières qui vont venir coloniser ces endroits-là. Et là, vous savez, la ronce, la jonc bien sûr, mais le bouleau est un arbre pionnier qui lui aussi se dépêche de pousser. Et la mise en place de toutes ces plantes-là, c'est préparatrice à un stade final qui normalement sera la forêt. Donc ça peut mettre du temps, ça peut ne pas évoluer parce que le terrain est trop sec, parce que le terrain est... Enfin, il y a plein de conditions, mais dans des bonnes conditions, si on laisse ça 10 ou 20 ans, c'est une forêt qui va se mettre là, quoi. Si l'homme n'intervient pas. C'est toujours le problème. Alors, l'intérieur déjà, là au niveau, il y a des sols, il y a du genêt, ça aussi, plante pionnière. Attention, il y a une voiture. Et là, si on reste sur la flore locale. Et après, bien sûr, il y a tout ce que l'homme a ramené d'un peu partout dans le monde. Parce que depuis que l'homme voyage, il a toujours voulu ramener des plantes. Alors, il les a ramenées comme plantes, il les a ramenées séchées, il les a ramenées en graines, il les a ramenées de toutes les façons possibles. Et il a essayé de les acclimater. Alors pour certaines, ça a marché, pour d'autres pas. Alors ici, typiquement, il y en a une qui a très très bien marché, trop bien marché, on va dire. Hein, le Buddleia, qui vient des pentes de l'Himalaya. Normalement, c'est pas une plante de chez nous, qui n'a rien à faire chez nous, d'autant plus qu'elle est invasive. Et d'autant plus qu'elle est nuisible. Nuisible dans le sens où elle est narcotique pour les insectes. Les insectes viennent dessus et ils restent dessus. Les papillons, une fois qu'ils sont collés à ça, ils ne vont pas ailleurs. Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, la pollinisation de nos plantes
dont on a forcément besoin pour certaines, tout ce qui est dans le jardin par exemple, n'ont plus autant de visites. Hein. Donc c'est une plante normalement qu'il faut enlever. Mais là il y a un peu de boulot. Et encore ici ça va. Quand on va en bas de Saint-Brieuc, au niveau du port, c'est assez catastrophique. Si vous voulez. Saint-Brieuc et la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, ont choisi les pleines villes pour construire un aérodrome. Alors, le premier coup de pioche, il a été donné en 1935 et l'inauguration c'était en 1939. Au début, il était tout petit, 8 hectares. Et puis il est passé à 32 avec des aménagements pour l'accès vers le site. Mais avant cette période-là, mais toutes les activités aériennes avaient lieu à Cesson. Sur la grève. Sur la grève, ouais. Ah oui. Ah ben. On va essayer de passer à l'intérieur là. Bruit, là. Petit à petit. Hein, alors, on a toujours les notes. Alors celle-ci par exemple, là est souvent, c'est clair que là, elle a trouvé son eau, elle est percée. C'est pas un goudron, c'est un macadam. Le macadam, c'est une technique qui nous date de très très loin dans le temps, ça date des Romains. C'est des pierres qui sont tassées, c'est très serré et normalement il n'y a pas besoin de goudron d'ailleurs. Oui, ici, avec le goudron, comment on dit, on voit, ils l'ont enlevé. Ils sont passés avec une machine pour une ensileuse à goudron. La machine qu'on voit sur la 4 voies là, qui enlève une pellicule au goudron. Des plantes qui nous viennent d'ailleurs, la bergerette du Canada. Celle-là, elle se met partout. Elle n'a pas besoin de grand chose. Elle peut se fixer dans des gouttières, enfin sur des hauts de murs, des choses comme ça. Sur les églises, enfin sur tous les bâtiments où il y a un petit coin où la graine se pose, elle germe et pousse. Bergerette du Canada. Alors là, elle est toute petite, dans des bonnes conditions, elle fait 1,50 m de haut. Elle est invasive. Elle est invasive. Et alors, là où il y a un peu plus de terre, vous voyez tout de suite, on trouve, alors, dans le bon sens, les lichens, la mousse, les herbes, et après les herbes, les plantes plus ligneuses, on va dire. Là, on trouve la carotte, par exemple, mais les saules sont là déjà, les bouleaux sont là, les ajoncs. Les choses sont dans l'ordre. Ça se passe. Et si on laisse ça encore 30 ans, il y a de l'humus qui se fera, et puis il y aura... Alors ce sera compliqué pour les plantes de pousser là parce qu'il y a quand même cette semelle là qui va les empêcher, mais on peut se dire qu'au bout d'un moment, cette semelle sera fracturée. Il y a des arbres qui vont réussir, qui vont percer. Une fois que ce sera percé ici, il meurt, ça fera un trou, et ce trou s'agrandira avec le temps, parce que d'autres plantes viendront et feront encore ce travail de décompactage. Là, la mission, elle est presque impossible, mais elle est réalisable. Alors, les papillons actuellement, papillons de prairie, on a l'artémis, on a le tristan, on a le fadet, qui sont 3 papillons qui vivent dans l'herbe. Un 4e qui peut être là aussi, c'est le demi-deuil. Donc ça c'est intéressant parce que dans des prairies ouvertes comme ici, ils ont toute l'inquiétude pour faire leur cycle de reproduction. Il n'y a rien qui vient couper l'herbe en fin d'été. Ça reste en place. Là, il y a les traces des lapins. Les lapins. La terre. Il y en a partout. La terre à lapin. Oh, pardon. La terre à lapin, la fameuse. Mais c'est clair. Comment tu vois des indices de présence des lapins? On vient de voir des crottes. Des pets de lapin, certainement. C'est super. C'est une plante de prairie humide. Là, il est minuscule, mais il est minuscule. Par contre, tout ce qui est petit composé, là, les picrines et autres, sont dans un milieu qui leur convient. Ah, le millepertuis, c'est joli. Alors, est-ce que c'est le bon? C'est un peu difficile là parce qu'il est arrivé passé. C'est le millepertuis élégant, quand on le presse comme ça, il rougit au bout du doigt. Et c'est un millepertuis qui peut être utilisé pour faire des huiles contre les brûlures du soleil. Nous aussi, alors là, alors, ça pousse tout seul. Hein. Ah oui, ça se recèle très bien. Je coupe. Oui. Oui, il y a l'ornemental aussi dans les jardins, qui est des fleurs beaucoup plus grosses. Voilà. Vue du dessus, d'accord. Ok. Donc tout à l'heure, on va aller dans un autre espace où il y aura des blocos, tout ça, je vous parlerai plus de l'occupation
de l'aérodrome. En 1946, l'aérodrome a été rendu à la vie civile. Il avait pour vocation commerciale, hein, pour transporter les ouvriers, tout ça. La tour de contrôle a été aménagée en 1952. Je vais vous la montrer. Elle permet d'ouvrir la ligne Paris-Saint-Brieuc-Lannion. Et la piste a été bitumée, elle fait 1400 mètres, elle faisait 1400 mètres. Alors, hop. Voilà, là on voit la tour de contrôle. Avec un petit Jodel. Un petit Jodel. Regarde. Vous voyez, il y avait des avions avant ici. Hop. Là on la voit en grand. La tour de contrôle. Il y avait des bâtiments aussi. Hein. Ah oui, Cet espace. Tout ça a été détruit en quelle année alors? Alors il a fermé plus tard, il a désaffecté en 85. Et ils ont construit un nouveau aérodrome à Trémuson. Qui sert presque pas. Un nouvel pas, aérodrome. Oh, il finira bien en friche un jour aussi. Oui, parce Il y avait Mitterrand qui était venu aussi ici. Ah oui, avec son avion a fait Donc sur cet aérodrome. Voilà. Là on voit tout, on voit la tour de contrôle. Là c'était des aménagements pour accueillir le public. Donc on imagine, je ne sais pas s'il y en a qui en savent plus que moi, mais restaurants ou oui. la possibilité d'accueillir. Il y avait un restaurant, tout à fait. Et il y avait les locaux de l'aéroport où on juste les billets, tout ça, là, sur le côté ici, là. On a du mal à imaginer ça. Hein. Là, c'était les locaux de l'aéroport. C'est ça. Et puis là, ici, Ben ça, c'était les hangars avec... pour des avions. c'est devenu l'aéroclub après. Voilà. C'était à l'arrière, là, plus vers côté nord. Alors, je ne sais pas s'il faut en parler, mais à partir du moment où l'aéroport a été désaffecté, ben, ça a attisé les convoitises. Il y a eu des tentatives d'implantation d'activités qui n'ont pas fait le bonheur des gens du quartier. Je ne m'étendrai pas trop, mais... dites, la drogue, quelque chose comme ça. Non, du tout. Non, des activités illicites, tout à fait autorisées, mais néanmoins fort nuisantes, nuisibles. Un espace mécanique du Griffon, notamment, qui a fait sursauter tout le quartier un beau matin, parce que cette piste était en train de devenir un circuit de vitesse. Ah, d'accord. Donc, levée de bouclier des gens du quartier, manifestation Ben, ça faisait du bruit. Hein. énorme. Ah, oui. Un matin, moi j'habite à vol d'oiseau, j'habite à 600-700 mètres d'ici. Un dimanche matin, je me suis réveillé, je croyais qu'il y avait des motos dans ma rue. En fait, c'était ici que ça se passait. Parce que c'est pas par hasard finalement que l'aéroport a été, ou l'aérodrome au départ a été installé ici. C'est parce que c'est un plateau, c'est pas très haut, hein. En altitude c'est pas très haut, mais c'est un véritable plateau. Et avec des vents dominants, on sait très bien que pour l'aviation c'est important, qui sont des vents, ils sont bien orientés de ce côté-là aujourd'hui, ouest. Joseph. Donc la piste était orientée est-ouest. Attention, Voilà ce qu'on peut dire de cette pauvre piste. c'est dur, hein, chérie. Oh là, tu vas l'écraser. Non, c'est bon. Vas-y. Il y a un caillou qui gêne. L'aéroport de Lannion, qui est donc Voilà, Château Billy. plus récent que celui-ci, puisqu'il a été fait en 60 Non, le chemin est là, je crois. Pas de passage. dans les années 30. Non, là ça passe très bien. Hein. Pour aller à Château Billy, on est plus près. Ah, vas-y, ouais. Et oui, et du coup, ce qui est intéressant à Lannion, c'est que l'aéroport, du coup, il est resté tel quel. Et la flore qui est autour, c'est les prairies qui ont 60 ans. La partie basse, hein, la partie haute, c'est exploité par des agriculteurs. Par contre, la partie basse, c'est vraiment de la prairie d'il y a 60 ans. Et ça, c'est génial parce que on a une image de ce qu'était une prairie, vraiment. C'est le fait qu'ils sont encore en activité. On a la même cas de figure ici. Hein. Il y a des prairies naturelles qui... Prenez votre temps. Ah ben oui, c'est un petit peu, oui.
La veste qui est en pleine floraison, l'aquilée qui est en pleine floraison, les herbes bien sûr sont là aussi. On trouve des plantes, alors de la même famille, que ce soit les gesses ou celui-ci m'échappe le nom, qui sont, il y a aussi le trèfle, qui sont des plantes de la famille des légumineuses. Et la famille des légumineuses est une plante qui fixe l'azote. Donc ce qui est intéressant, parce que du coup, les plantes qui vont venir après auront plus de choses pour bien démarrer, pour bien pousser. Donc la prairie enrichit le sol aussi. Elle puise ce qu'elle a besoin, mais là pour le coup c'est un enrichissement pour ce qui viendra après. Et vous, l'aquilée? L'aquilée elle est ici, l'aquilée millefeuille. Hop, hop, il y en a tout ce qui est blanc, là c'est l'aquilée. Les grandes belles blanches là-bas ce sont des carottes. Là celle-ci, ça c'est des plantes pour les petites bêtes. Il y a des sauterelles. Ouais, ça y est. Voilà. Joseph, regarde, il y a une sauterelle là-bas. Regarde. Regarde, elle a sauté là. Regarde, elle saute. Là, voilà. Regarde là. Et ça va vite, les sauterelles. Lampérienne. Ah, tu la vois. Ah, c'est une bébête, hein. Manquait peu. Et mais ces traces, ouais, c'est stolon partout. Et ici, vous voyez la pellicule de mousse qu'il y a de poser sur le bitume. Donc ça c'est le premier terrain. Yann, Voilà, j'arrête. Yann il est sur les orpins. Donc l'orpin, lui là c'est de bonnes conditions pour lui, hein, sec et comment dire au soleil, donc tout va bien. Quoi ça? Ça c'est un bout de béton. Non, c'est du caca. Net, ça. Ah ouais? Ah oui, c'est des animaux qu'il y a eu là. Il y a eu des chevaux? Ou un cirque. Princesse. Enfin, Ah, c'est ça. Bah, c'est de l'herbe sèche en même temps. Hein. C'est pas si sale que ça. Bon, là, ça doit passer. Qui a une façon d'avancer dans le sol. Par-dessous, elle fait des stolons tout-terrain. Et donc, du coup, quand vous l'avez dans un endroit, elle continue à tracer et monte et monte et monte. Et puis, très vite, elle va vous coloniser tout un endroit. Alors quel nom déjà? La circe des champs. Hein, très intéressante pour les insectes. Donc, il en faut. La préfecture dira qu'il faut tout couper avant que ce soit en graines. Sauf tout ce qui borde. Plus de mal, on en a supprimé certains et du coup on recommence à trouver les mycicoles. Donc là vous avez le coquelicot qui est en bord de parcelle, donc ce qui veut dire qu'il y a de la graine encore dans le sol. On retrouve les matricaires aussi, la fleur blanche, la petite composée, la famille des marguerites. Pareil, ça c'est des plantes qui étaient dans les champs de blé autrefois. Ouais. Alors, les paysans, c'est pas propre. Sauf que toutes ces plantes-là, c'était les plantes hôtes des insectes qui mangeaient les parasites des cultures. Ah oui. Et on les a supprimés, on les a remplacés par du produit. C'est un choix. Moi j'adhère pas. Hein. En fait, ici, ces terrains agricoles, c'était des terrains à céréales, à blé, à... Ouais, mais pas de bouffe à l'époque. C'est ça, Yann, Plantnet? Oui. Non, je ne connais pas. C'est une application, en fait, on l'a fait noter. Ouest, rare. Oui, oui, c'est pas fréquent. Hein. Elle fleurit pas. Moi, Si, elle fait une fleur, mais enfin, c'est une toute petite fleur qui en plus, oui, verdâtre. c'est pas la saison. Ah oui. Ah oui, c'est pas la saison. Ah, bah, je la connais même pas, moi. Ben non, parce que même moi qui suis dans la nature tout le temps, vous voyez, j'ai le résédal du théola. Oui, j'ai la même chose. C'est un produit, le réséda, c'est un produit utilisé en pâtisserie, oui, effectivement. Une fleur. Réséda lutéo. L'entrepôt, tu n'es pas le plantain corne de cerf. Si, le plantain corne de cerf, le plantain corne de cerf, c'est typiquement sa place. Et il a plaisir à avoir du mal à pousser, lui. Et là, il se débrouille pas mal. Hein. Il est vraiment bien développé. Donc plantain, c'est une plante connue, comestible, que les gens ne veulent pas dans leur jardin. Les agriculteurs ne veulent pas dans leur champ, jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que maintenant, dans les mélanges de graines pour les pâtures, ils mettent du plantain.
parce qu'ils se sont rendus compte que l'action du plantain dans le circuit intestinal de la vache était intéressant. Ils ont mis du temps. Hein. Donc C'est là, la même famille que... ouais, le plantain lancéolé, 5 coutures, square gap en breton, hein, l'oreille du lièvre. Donc on compte, il y a 5 nervures principales. Ce plantain-là, vous pouvez l'utiliser dans votre salade, en complément. Et vous pouvez aussi, si vous piquez avec des orties, l'utiliser pour calmer. Parce que c'est un calmant naturel. Donc sur les mains, voilà, sur les mains des petits bonhommes ou sur les jambes des petits bonhommes, il faut juste l'écraser, le mettre en... C'est un antalgique. Voilà, c'est... Oui, c'est un... Vulcain. Donc c'est un papillon qui est vraiment un papillon de friche ou de bord de talus, là où on laisse pousser un peu les orties, quoi. Et il faut qu'il ait... et son cycle est sur 2 ans. Les œufs qui vont être pondus maintenant là, à la fin de l'été, les chenilles vont se transformer ou pas. Si elles se transforment, elles deviennent papillons adultes qui vont comment dire, passer l'hiver sous forme adulte en se cachant dans le lierre par exemple, et sinon sous forme de chrysalide accrochée à une plante. Donc vous comprenez bien que si ici on rase tout ça, ben là où il y a des chrysalides, ben, il n'y a plus de papillons puisque la chrysalide part avec le reste. Hein. C'est bien sûr. Oui, attends une seconde s'il te plaît. Les épareuses sont des machines à faire du pâté de plantes et d'insectes, de toute façon. Et même si on la passe à la fin de l'été, comme on scalpe jusqu'au ras du sol, on détruit tout, quoi, que ce soit les œufs ou les papillons ou les chrysalides. Autour pour pouvoir en semer chez nous. Quelle idée? Ah ben non mais j'adore, c'est un aérodrome à papillons. Les ravenelles qui ont fini de fleurir. L'armoise on la trouve là, alors celle-là c'est la commune, il n'y a pas de souci. Par contre il y a sa cousine l'ambroisie qui est... L'armoise elle est jolie avec Tox. la dernière de ses feuilles. Hein. Ah, qu'est-ce que... graine. Elle a une odeur Ça fleurit bleu ça. Le lin? Ah ouais. Alors ça atteste vraiment de l'ancienneté de la prairie. C'est du lin. C'est le lin bleu qu'on... Un bleu mais qui est en graine maintenant quoi. Il y a même plus en fleurs. Je l'ai vu en fleurs au mois de juin je crois. Ouais, moi, les je l'ai petites vu. fleurs bleues c'est Ouais, magnifique. tout petit. Oui. Doucement mon petit lapin. Hop. C'est bleu parce qu'il y a plusieurs là. Je m'en vais de ce pot. Hein, quand je vous disais tout de suite que... Alors, Les petites boîtes de plus alors petites et attention, il y a une mouche plate qui est sur ta main. c'est un temps. C'est un temps ou une mouche plate? Et ça pique, je sais pas. Voilà. C'est vraiment joli, on la voit pas en fleurs. Un doigt équipé. Un semis Il y en a plein partout. pour remettre la graine ailleurs. Parce que là, elle ne poussera pas de toute façon dans le fossé. Pas dans le fossé, dans le chemin. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs dedans? Est-ce qu'on la voit? Oui, il doit y en avoir. Il doit y en avoir hein. Oh, mais je casserai toutes les capsules et je sèmerai. Ah ouais, tiens. En train de nous piquer des graines. Ouais, oh le voleur. Le voleur. Non, non, mais c'est pour la bonne cause, parce que c'est une plante qui n'est pas très courante. Non, c'est pas courant. Non. Et de la remettre dans des prairies, c'est intéressant. De la ressemer. De la ressemer. Ouais, il y a un peu épaisse là. C'est une petite plante qui pose une question encore. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé. Ouais. Ça, c'est pareil. Pas développé, pas crassulacé probablement, mais pas développé avec des fleurs. C'est très drôle. Moi j'aime Alors. beaucoup C'est ça. pas le même système. Bah, tu vois, quand on aime bien la nature, on est très curieux, on regarde, on essaye de savoir et puis on observe, on est patient. On est content quand on a trouvé l'identification. Qu'est-ce que dit Cornette? Cornette, je sais pas le réflexe. Pourquoi? Attends, ça va dire. Moi, ce qui m'a fait penser au pourpier, c'est le système de... Tu vois, toutes les tiges qui partent comme ça. Moi, j'ai juste que ça. Quoi? Mais je sais pas, du tout. justement, j'essaie Il de est là par hasard. Mais aucune, j'ai pas de... Ah bah oui, parce que je me suis mis en mode, je me suis mis en mode tranquille, donc je peux pas avoir de...
dit la même, hein, pour moi. Donc on va le vérifier. C'est bien. Donc l'armée française réquisitionne l'aérodrome Attendez, c'était le tour dans l'autre sens, m'excuse, en c'est question de soleil. 39-40 pour des besoins logistiques. L'armée allemande occupe, à cette période-là, il faut imaginer, l'armée allemande occupe le nord de la France, dont aussi Saint-Brieuc, hein, et elle s'installe, en tout cas s'installe sur l'aérodrome. Le 18 juin 1940, l'armée allemande aménage le site, construit des blocos, on va en voir, là on va prendre le petit chemin, puis on va aller voir. Un poste de commandement, des Tobruk, c'est des petits blocos. La superficie de l'aérodrome est augmentée à 75 arts. Et ensuite, en 1942, et je vais vous montrer la zone militaire qui s'étend à plus de 300 arts. Moi j'étais assez surprise sur la carte que j'ai trouvée parce que où on va aller, c'est juste un tout petit endroit d'un terrain en fait qui était énorme pour les Allemands. Parce que nous on est à Château-Billy, on est là, on va aller dans cet espace là, et là c'était toute la zone militaire allemande. Oh la vache. Vous voyez? Donc à partir de l'endroit, nous on va découvrir ça, on va être sur ces endroits là. Mais le poste de commandement était ici. La voie ferrée et l'ancienne route nationale. Là. Donc ils allaient jusqu'à la voie C'est ça ferrée. qu'il faudrait tourner comme ça. Voilà. Ça c'est l'orientation. La voie ferrée est dans notre dos. Et là, bah, c'est la chambre de commerce est là. Et le village de Saint-Hervé est là. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc ils ont vraiment élargi. Oui, ça va loin. En fait, Le ils château Billy, ont... on est ici en fait. On est par ici. Et c'est quoi les points bleus là? Alors, Ça, dans c'est la ça, légende... C'est de l'eau. C'est les cours. Là, c'est les blocos, ça c'est sûr. Ah, Mais, ah. Ici, il y avait des citernes d'eau. oui, il pense y que c'est ça. avait de l'eau pas loin de Château-Billy. Ok. Il y a eu des expropriations, hein, Château-Billy notamment, et 9 maisons de Saint-Hervé, jusque du côté de Saint-Brieuc, rue Bagot en fait, où ils ont fait partir les champs. En fait, ici, il y avait une ferme, la ferme de la famille Lecoq, ceux qui ont entendu parler. Frédéric et sa famille et ses enfants. Et un de ses fils, là, Hervé, me disait que quand les Allemands sont arrivés, on lui a donné 48 heures pour partir, pour dégager, c'est le cas de dire, avec femmes et enfants, mais aussi bétail. Et où est-ce qu'on peut aller? Une famille, on peut comprendre, mais avec des vaches et des cochons, ça ne doit pas être si simple que ça. 48 heures. Les salauds, hein. Oh oui, carrément. C'était une armée Oui. d'envahissement. Hein. Oui. Et alors, ils sont allés où, vous savez pas Son fils doit le savoir, Ah il bah ne oui. va pas expliquer. Ah non. ben Hervé, je le connais. Hein. Il faudra lui poser la question. Et parce que... Il est chagriné, Hervé, de voir que les terrains qui ont appartenu à son père, moi je me souviens avoir vu son père travailler de là à peu près où on a démarré, là. Il a travaillé à l'époque avec ses... Je ne suis pas sûr qu'il avait un tracteur. Et aujourd'hui, là où il est à la rocade, c'était des terrains que son père a cultivés. Ça le chagrine beaucoup de voir ça. Mais bon, comme ça. Alors, l'énigme est levée. C'est Ah, la Moncy. Moncy des Fontaines. Et donc c'est effectivement une portulacée de la famille des Fontaines. Mais c'est bien d'avoir l'identification plus précise, c'est pas évident. Ouais. J'ai pas pris ma fleur aujourd'hui. Et alors c'est marrant parce qu'ils disent, ça tombe bien, hein, endroit inculte. Ah ben on y est. Humide, certes c'est humide mais pas en ce moment. Quand l'humidité elle est stagnante, donc comme il a plu pas mal en plus cette année, l'eau reste sur la table. Mais une fois que ça sèche quoi, c'est fini après. On pourrait croire que c'est sec ici, mais en fait ça n'est pas tant que ça, on va le voir un peu plus bas. Ouais. Il y a 3 départs de ruisseaux sur ce Là c'est un plateau, plateau. dont un qui est là juste aux arbres là qu'on voit au fond de la petite parcelle de maïs. C'est un départ de ruisseau, c'est un des bras du Guédic. D'accord. Mais le système plateau, de toute façon, l'eau qui tombe dessus, Ah, bien sûr. elle ne s'infiltre pas forcément toute et elle sort, elle suit la pente, la légère pente qu'il y a. Et c'est vrai que quand on regarde la végétation,
Bon, il y a quand même pas mal de saules, il y a une végétation riche, qui est verte, donc il y a de l'eau. On l'entend pas l'eau ou quoi là? Là, bon, en fait, avec là, maintenant, il y a un très très faible débit. C'est semi-permanent en fait, ces départs de ruisseau. Là. Oui, on va le voir là, on va descendre. La lame d'eau suit la saison, quoi. C'est ça. Donc sur cette zone militaire allemande, il y avait la zone de la Croix-Cholin, où il y avait un poste de commandement. Et ce poste-là, après la guerre, a servi d'entrepôt, mais également pour des cultures de champignons. On ne va pas le voir aujourd'hui parce qu'il est trop loin par rapport à l'endroit où nous sommes, mais on va avoir quand même des traces de cette période. Eh ben, Notamment les pour une blocs. autre fois. Après, ça sera pour une autre. On va continuer Donc, dans les blocs. je suis bloqué. L'herbe au gueux, donc c'est de la famille des oiseaux qui fait plein de fleurs qu'on suspend. Les clématites. Clématite, merci Esther. Donc elle n'est pas encore tout à fait en fleurs. Elle va y être là, je vois les boutons qui sont un peu partout. Elle a un comportement de... Très envahissant. Voilà. Très envahissant. Et pourquoi l'herbe au gueux? Parce qu'autrefois, les gens, pour se donner une tête vraiment misérable, s'enduisaient les mains, le visage, et puis ça leur donnait, enfin ça laissait des traces, des rougeurs, ça faisait d'eux des gueux, donc pour faire la mendicité dans les villes, ils faisaient ça avant de rentrer dans les villes. Et là, elle est vraiment, ça y est. C'est pas l'herbe aux femmes battues. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-ci. Non, non, D'accord. c'est pas celle-ci. L'herbe au gueux. Si assez aérien, c'est sympa. Mais bon, j'en ai un pied à la maison, je ne sais pas si je vais le garder. Ouais, moi j'en ai aussi qui sont belles. Also Frau, mais... Parce que les ouvriers qui ont laissé ça traîner, ensemble, ça va être récupéré. Il a eu de récupérer, il a laissé que ça. En Vendée. L'ancienne allée du manoir, l'une des anciennes allées du manoir, avec le muret là qui est toujours debout. C'est quoi? Alors, regardez cette plante un peu bizarre qui fait des grappes de petites boules vertes pour le moment qui viendront rouges et on verra plus que ça à l'automne dans la haie ou sur la plante là. Et donc la fameuse herbe aux femmes battues. Pourquoi herbe aux femmes battues? Donc c'est le tamier officinal et la racine qui était récupérée autrefois pour soigner les rhumatismes et pour aussi enlever les ecchymoses, pour dissoudre les sangs meurtris. Oui, ben, ça peut prendre un certain temps. Hein. Oui, mais oui, et surtout c'était pas bon pour l'organisme parce que c'est une plante. Fais attention, petit bonhomme. Quand on l'appliquait, ça chauffait quoi. Mais c'est Bon, pas, moi je pas restais conseillé. chauffer le bonhomme ou la bonne femme qui faisait ça. Moi. C'est une rabine. Ah oui, non, Rabine, oui, mais j'aurais pas fait le rapprochement. Là. Ouais, mais N, L, c'est-à-dire c'est gelé. d'accord. Gelé. J'ai posé la question à le plan local d'urbanisme de Ploufragan date de 2013 et je pense qu'en 2014 j'ai posé la question pour être sûr. Mais ça peut être modifié. Ah ici non, je pense que ça sera jamais modifié. Jamais. Non. Je pense que les arbres, il y avait une demande de les protéger. De quoi? Les beaux arbres. Bah obligé, ou alors je comprends plus rien. Il y en a un qui est tombé, là, on va voir plus loin, il faudrait presque le replanter et couper toutes les ah zut, c'est les sycomores ça. Oui, les érables sycomores. Les érables sycomores. La peste. Invasive là, oui. Il faudrait les couper pour que les chênes puissent continuer à prospérer quoi. Ils sont pas tout jeunes ceux-là. Alors ici on est dans le domaine du Châteauvilly. La famille Guillotin de Quérevert. Alors il y avait un petit bois, une allée bordée de grands arbres composait autrefois un cadre charmant. Beaucoup de personnes venaient parce que la demeure en elle-même elle était jolie, mais pas exceptionnelle. Par contre le cadre était vraiment très apaisant et très agréable à ma connaissance. Voilà. Nous sommes dans l'ancienne allée du château. Regardez les grands arbres de chaque côté. Hein. Alors cela c'est presque rendu méconnaissable par la végétation qui l'envahit. Cette allée frappe encore par la majesté de ces magnifiques arbres.
Les vieux arbres. Des chênes. Non, le château a été Alors- détruit. On va voir les vestiges. Alors le manoir Château Billy a eu une existence brève. Il fut construit au début du 19e siècle, puis incendié. Dans la nuit du 3 au 4 avril 1941, le Château Billy fut entièrement détruit par le feu. Les pompiers de Saint-Brieuc n'ont pas eu le droit d'approcher et d'arrêter le feu. Vous savez, il y avait les Allemands encore ici, quoi. Et dans les recherches, en fait, les journaux ne parlent pas vraiment de l'événement, donc on ne sait pas si c'était accidentel ou pas, si c'était une bombe incendiaire. Ça reste un peu une énigme, la fin de ce château. Est-ce que Georges, vous voulez ajouter quelque chose sur le château ? Non, malheureusement, on ne peut pas en dire grand-chose. Non, mais je confirme que le site a toujours été considéré comme un site exceptionnel en termes de tranquillité. On va pouvoir s'engager un peu là-bas. Je vais vous montrer deux Par les photos. voisins qui nous gratifient sa transformée de son taille bordure, je sais pas, il n'y a pas de bruit ici. Ah oui, dans ce château, il y avait Fleurion, une écrivaine briochine, qui a fait plus de 100 romans, édités principalement dans la collection Rose et Bleu. Et à son époque, elle eut un grand succès. Elle fut en fait préceptrice des enfants de la famille Guillotou. Je peux me permettre? Guillotou. Dans la famille, dans l'histoire de Zénaïde Fleuriot, elle a habité au Palacrète. D'accord. Son père avait acheté le moulin et du coup elle venait passer l'été au Palacrète. Et on a fait toute une recherche sur cette écrivaine, si ça t'intéresse un jour. Ouais. En fait, moi j'ai trouvé qu'elle venait aussi l'été plus ici. Je pense que cette famille a peut-être une autre maison ailleurs, je ne sais pas, centre-ville. Elle aurait été ici de 1849 à 1860. D'accord. C'est ce que j'ai retrouvé sur elle. Je vais vous montrer le château Billy qui a Je veux disparu. bien voir, moi, parce que... Il y a un spécialiste de Zénaïde Fleuriot qui habite à Carnac. Et parce qu'il y a quand même encore les pancartes Château Billy, hein. Et il n'y a rien à voir. Hein. D'accord. Château 19e. Ouais. C'est vrai que c'est triste de voir une belle allée comme celle-ci dans cet état-là. Ceci dit, bon, les chênes sont venus, ils sont adultes largement, donc ils ont pas grand-chose à craindre aujourd'hui, mis à part la sénescence qui leur arrivera forcément. Mais C'est déjà engagé. c'est des gens engagés, de toute façon ils ont 300-400 ans, facile. Et par contre, ce sont des hôtels pour un nombre incalculable d'hôtes, que ce soit les insectes, les oiseaux ou même les mammifères. Écureuil, il y en a. L'écureuil notamment. Martre. La martre. Marc de bois, oui. Oui, Et quand on la a des flore en grands dessous, arbres comme c'est une ça, fleur qui se réapproprie, c'est une terre riche. Il y a de l'ortie, il y a de la ronce, donc c'est une terre riche, c'est une terre forestière. Et effectivement, il y a les invasifs qui sont en train de tranquillement venir. L'érable sycomore gagne du terrain. L'érable sycomore, c'est la seule plante invasive qui s'est déplacée toute seule. Elle n'a pas eu besoin de l'homme. Elle nous vient de l'Est. Avec ses samars qui le vendent là. C'est comment on appelle ça? Samar, S-A-M-A-R-E. C'est la petite hélice là. C'est la graine voilà, qui est aérochore, c'est-à-dire qu'il a besoin du vent pour se déplacer. Aérochore. Ouais. Voilà, moi j'ai pas d'autres informations sur ce site. Je veux dire que mes recherches viennent principalement des archives municipales, ce que j'ai pu trouver. Il y a plein d'articles de presse que je n'ai pas mis là, je ne vous ai pas montré, mais si vous en voulez en savoir plus, mais en tout cas ils sont consultables aux archives municipales. Et j'ai regardé aussi, alors au niveau d'un collectif sur Saint-Brieuc où il y a Yves Guichard, c'est ça, où ils ont fait pas mal de recherches, où ils ont aussi un petit peu écrit là-dessus. On va On peut continuer. peut-être pousser un peu plus loin. Et puis, Là. Il y a une petite mare, là. Il y a un ancien lavoir, il y a peut-être des choses intéressantes. Si on peut accéder. Non, mais il vient checker sa maman là. Alors il connaît la main qui fait des gens, quoi. Oui. Il s'intéresse déjà.
Si, je pense pas qu'il y a des grenouilles. Hein, ça... C'est... Oh, le joli poulet que voilà. C'est quoi, un lavoir ou... Georges, c'est quoi? Là, c'est un lavoir? Abreuvoir aussi. Yann. Oui, oui, merci du cadeau. Non, pas moi. Pour Joseph, Oui, oui. la petite, Oui, oui, j'en de ai. chouette. Oh, c'est chouette. Ah, après, tu regarderas sur Internet qu'est-ce que c'est une chouette. C'est une prune de la maman des bébés chouettes. Je la mets à l'abri dans le sac, d'accord? Et aussi, c'est une abeille qui pose devant, regarde. Il aurait fallu un petit filet avec... Attention de pas tomber. Ouais, attention, on va pas trop loin. Il y a des qui est tombé dedans, alors. Qui c'est qui est tombé dedans? Il dit. Ah ouais? C'est un chien, il dit. C'est un chien, d'accord. Oh, mais alors, il a peut-être voulu aller dedans. Non, il l'a pas fait exprès. Ah bon? Il s'attendait pas, il sautait comme un filet. Il sautait comme ça au bas. Il sautait ici au bas. Après, il Faudrait une épuisette pour regarder un peu, mais... Ouais, mais j'ai une, mais Non, mais c'est pas... le problème, c'est que... Joseph, recule un petit peu pour laisser de la place. Attends, oh là là, on dirait qu'il est un magicien, il sort toute sa poche. Ah oui, je suis épaté, là. J'essaye de voir s'il y a des petites bêtes. Il y en a une en particulier que j'aimerais te montrer. Et elle est bien équilibrée avec les plantes et tout, là, c'est ça quoi. Il y a des petites gamères, mais... Il y a de la libellule, pas de la libellule, de la salamandre, mais un peu tard en saison. Ouais. J'en ai encore en palacrète dans une des fontaines qui est très très froide. Et du coup, il ne développe pas vite. C'est sympa parce que du coup, Attention, bonhomme, tombe. Ça ouais, tombe pas, oui. je ne fais pas comme le chien. Hein, Louf. Allez, viens, bonhomme. Recule, sèche. La salamandre, les tritons, les crapauds. C'est déjà bien. La grenouille, non, parce que c'est trop à l'ombre. Viens, chérie. Donc, ouais, là, Alors, le château était où, alors? D'après les photos, donc pas loin, là. Hein. à effacer absolument de la mémoire. Là, on entend une buse variable. J'ai trouvé le mythe du permis de la mission en fait. Le même bus. Une buse. Oui. Bon. Parfait le bras, j'en ai grand écarté. Parfait le bras. Ouais. En galop, il y a nous aussi les jeunes c'était. Ça veut tous les cours avec ce beau bras. Peut-être là-bas il y aurait des murs ou des choses, non? C'est fantastique. Alors, j'ai vu une chouette une fois ici. On se paraît ici, là, de ce côté-ci, arrivé en Indonésie ou en Malaisie avec des arbres qui englobent. On a vu donc l'érable de quoi il est capable. Ah bah c'est fait là. C'est pas en... Là, c'est peut-être pas très stable. Oui. Voilà. Tu vois qu'on les avait passés par ici, maman? On les amène de la maison des Moïse. Oui. J'ai jamais vu à la maison des Molis. Si. Non, 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 faut pas.
Ben oui, Et un peu, on se croirait. Il y a une canopée là. Ah oui. Et depuis, on revoit les sauterelles. On revoit plein de choses qu'on ne voyait plus. Ah bah ça c'est clair. J'ai couru et en fait c'est moi qui me suis fait piquer au moins une quarantaine de piqûres partout sur les jambes. moi j'arrive pas à voir du coquelicot chez moi, dites-moi comment faire. J'en ai acheté 2 fois. Pourquoi il y avait ça? Je faisais des trous dans le bas pour que ça évacue l'eau. Si elles sont bouchées, c'est elle la responsable. Elle vient et elle colmate, elle met du pollen, Qu'est-ce que dit elle broie Joseph? neuf et après hop, elle referme et elle abandonne quoi. Pour que la saison suivante, il y ait une nouvelle génération. Gros travail de pollinisateur ça. Petite abeille. Et ici on a des... T'as retenu le nom, Joseph? Alors les cires, c'est une mouche. Les petits insectes que tu m'as Habillée montré en tout à abeille l'heure. pour le coup. Là. Elle a 2 ailes, un diptère, et elle s'habille en abeille pour être tranquille, pour pas se faire manger avec autre chose. Mais c'est qu'une mouche, hein, elle est absolument inoffensive. On voit ici. On va avancer tout de suite. L'ampérienne, Bon, les bourdons, alors, les bourdons, ça pique ou ça pique pas? les bourdons. Alors le gros bourdon Parce que- jaune, noir et blanc pique. Gilles Clément, donc architecte paysagiste, connu, hein, qui a écrit pas mal de bouquins sur justement sa conception de son métier, classe les choses en trois choses, enfin les endroits de trois façons différentes. La première c'est les zones cultivées, typiquement le champ, hein, enfin tout ce qui est cultivé de façon agricole, horticole, les jardins, les parcs. Tout ce qui est construit, donc ce que l'homme utilise de façon collective, les routes et tout le reste. Et donc il y a un troisième classement qui moi m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'il appelle lui le tiers paysage. Et le tiers paysage, c'est ce type de milieu laissé à l'abandon, l'homme s'en occupe pas. Donc la nature fait son chemin dedans. Et du coup, bah, c'est des zones plus ou moins ouvertes selon, qui vont évoluer vers la fermeture forcément, mais qui servent de refuge, qui servent d'endroit de reproduction et d'endroit de nourrissage. Et ces endroits-là, c'est en fin de compte des mini-réserves à chaque fois. Et elles sont importantes pour la biodiversité. Hein. Et aujourd'hui, de se rendre compte de ça, et même au niveau de l'entretien des banquettes de route par exemple, on voit qu'il y a une sacrée évolution, puisque autrefois c'était fauché 2 fois, maintenant c'est plus fauché qu'une seule fois. Et donc ça a tout l'été pour faire des fleurs, tout l'été pour donner vie aux insectes, et du coup on retrouve plus d'insectes. Même si encore aujourd'hui il faudrait, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure un petit peu, c'est que dans la façon de faucher ou d'entretenir, il faudrait qu'on soit un peu plus cool. Hein, tout ce qui est outils aujourd'hui d'entretien de l'espace collectif, c'est en général des outils qui vont détruire profondément, hein, qui broient, qui écrasent tout. Enfin, il n'y a plus il y a plus le temps et puis les machines qui vont avec faucher, c'est-à-dire en coupant, en cisaillant une seule fois, ou en coupant simplement manuellement. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé, je faisais un petit peu d'entretien d'espace naturel. Je travaille, hein, cette semaine, j'étais à Prat, autour des temps de Plouguer, je travaille à la faucille. Je coupe ce qu'il y a besoin, je coupe pas tout. Un petit peu ce qu'on a fait au sécateur, on a fait notre passage. Bon, on le fait un petit peu plus large pour que ce soit plus à l'aise pour les gens, mais de toute façon, on le fait de façon consciente à garder la faune et la flore. Enfin, la flore pour la faune. Tiens, je te rends ton sécateur. Merci. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez là, on retrouve nos carottes, et on a une autre plante qui est sympa là, dans toutes les petites fleurs blanches, là, le gaillet commun, qui fleurit, c'est le dernier à fleurir, sur toute la famille des gaillets. Le gaillet croisette d'abord, le gaillet graton et le gaillet commun. Comment il s'appelle ce paysagiste là? Gilles Clément, qui a écrit Le jardin vagabond.